Merci, Madame la Présidente et chers amis. Donc, à mon tour, je remercie le bureau de la Société marocaine de médecine interne pour l'invitation. Et donc, on va entamer cet atelier concernant la prescription des anticoagulants dans des situations, des anticoagulants oraux directs dans des situations particulières. Et donc, comme vous le savez, on a une augmentation de l'utilisation des AOD au fil du temps. Donc, vous avez ici en vert les nouveaux anticoagulants, les AOD. Donc, par rapport aux antivitamines K, donc on a une diminution de l'utilisation de ces médicaments. Alors, pourquoi on a cette augmentation de l'utilisation des AOD au fil du temps? Parce que c'est des médicaments qui n'ont pas besoin de surveillance biologique. Ce n'est pas comme le Syntron, comme les antivitamines K qui ont besoin d'une surveillance régulière par l'INR. Et des fois, on a des difficultés à avoir des INR qui sont correctes parce que la posologie, elle est fixe. Et les interactions médicamenteuses sont limitées. Ce n'est pas comme les antivitamines K où on a des interactions médicamenteuses qui sont très importantes. Et aussi parce que dans les études pivots de commercialisation des AOD, on a une réduction très importante des complications hémorragiques, notamment les complications hémorragiques intracrâniennes. Donc, c'est pour cette raison, avec une efficacité sur la maladie thromboembolique, sur les récidives thromboemboliques qui est égale ou supérieure à celle des AOD. Alors, ceci dit, donc, les AOD sont plus safe à prescrire par rapport aux antivitamines K, surtout concernant le risque hémorragique. Et donc, on va voir les situations cliniques que vous voyez sur la diapo. Premièrement, est-ce qu'on peut utiliser ces médicaments chez les patients obèses? On va aussi faire un cas clinique concernant l'insuffisance rénale, la cirrhose du foie et puis conduite à tenir devant un syndrome hémorragique chez un patient qui est sous AOD. Alors, pourquoi l'obésité? Parce que donc on a une augmentation de la proportion des patients obèses au niveau mondial et aussi au Maroc. On a des statistiques qui disent que aussi bien l'obésité que l'obésité morbide sont surreprésentées dans la population générale marocaine, et aussi ces chiffres vont augmenter donc d'ici quelques années. Donc, vous connaissez la définition de l'obésité, c'est des patients qui ont un IMC au-delà de 30 et une obésité morbide au-delà de 40. Alors, le risque de maladie thromboembolique veineuse, il est plus important chez les patients obèses. Regardez, dans cette méta-analyse qui montre que chez les patients obèses, on a un risque de maladie thromboembolique qui est multiplié par 2 par rapport aux patients contrôles qui ont un poids normal. Et pourquoi cette augmentation du risque thromboembolique chez les patients obèses? Parce que avec l'obésité, on a une dysfonction des cellules adipeuses qui vont être responsables de la production de cytokines et d'adipokines. Et ces cytokines adipokines vont être responsables d'une dysfonction endothéliale, dysfonction plaquettaire et aussi d'une hypercoagulabilité et avec un surrisque de présenter une maladie thromboembolique veineuse. Et donc, dans ce cadre-là, on va essayer, Et aussi, une autre notion intéressante, c'est que chez les patients obèses, on peut avoir une modification de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique des médicaments avec une augmentation du volume de distribution des médicaments et donc peut-être l'efficacité qui va être diminuée par rapport aux patients qui ont un poids normal. Vous avez une diminution de la clearance des médicaments lorsqu'on a des médicaments qui vont être éliminés par voie rénale ou par voie hépatique et donc un risque de surdosage. Et vous avez aussi des problèmes avec une augmentation de la fraction libre de certains médicaments et des problèmes d'absorption avec une variabilité de l'absorption digestive de ces médicaments. Et donc, on va voir est-ce que cela s'applique aussi sur les AOD. Alors, vous avez ce cas clinique qui est celui d'une patiente âgée de 55 ans qui a une hypertension artérielle sous amlodipine et qui présente une thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche non provoquée
Elle pèse 145 kg. Elle a un bilan biologique qui est normal. Alors, à votre avis, quelles sont les options thérapeutiques chez cette patiente et pourquoi? Option thérapeutique, 145 kg. On peut mettre HBPM AVK? Non? On peut mettre dabigatran? Apixaban? Rivaroxaban? Pourquoi? Alors, vous avez ici la concentration plasmatique des AOD chez les obèses. Alors, par rapport aux patients qui ont un poids normal, on a une concentration plasmatique qui est diminuée par rapport aux patients non obèses. Alors, le médicament le plus affecté, c'est le dabigatran, c'est-à-dire le dabigatran, il a les concentrations, des concentrations sériques chez l'obèse très moins diminuées par rapport aux patients qui ont un poids normal. Et les médicaments les moins affectés sont le rivaroxaban et l'apixaban. Alors, est-ce que cela va se manifester sur le plan clinique chez ces patients-là? On va essayer de voir ces études rétrospectives qui ont comparé les AOD à la warfarine chez les patients obèses. Alors ici, c'était des études qui ont compilé des patients qui ont une maladie thromboembolique veineuse et aussi des études avec fibrillation auriculaire. Alors, atriale, c'est des patients donc, qui avaient un BMI supérieur à 40 kg par mètre carré. Et ces patients-là, on a essayé de comparer entre AOD et warfarine le risque de récidive thromboembolique et le risque d'événements hémorragiques majeurs. Et ce qui ressort dans ces études, c'est que les AOD ont une efficacité similaire parce que en fait, le gold standard avant, c'était HBPM AVK. Donc, efficacité similaire concernant le risque de récidive thromboembolique avec un risque hémorragique qui est moins important. Alors, ici, c'est une étude toujours rétrospective, cette fois-ci qui a comparé les AOD chez des patients qui ont un poids supérieur et inférieur à 120 kg. Et elle montre que le risque de récidive thromboembolique sous AOD, il est le même qu'il s'agisse de patients âgés de plus de 120 kg que les patients qui ont plus de 120 kg. Et aussi, vous avez des études prospectives qui répondent à cette question. Donc, vous avez des études prospectives observationnelles. Donc, c'est les résultats d'un registre européen chez les patients qui ont un IMC moyen de 42 kg par mètre carré. Et dans ces études, on a démontré que le risque de récidive de maladie thromboembolique chez les patients obèses par rapport aux patients non obèses, donc il n'y a pas de surrisque de récidive thromboembolique, il n'y a pas de surrisque hémorragique et il n'y a pas de surrisque de mortalité. Alors, je reviens à ma patiente et donc, on peut lui prescrire, on a dit maintenant, pour les études de pharmacocinétique, donc soit l'apixaban, soit le rivaroxaban. D'accord? L'apixaban, il est donné 2 fois par jour, le rivaroxaban, une seule fois par jour. Elle préfère la monoprise, donc pour faciliter l'observance. Elle se demande si le rivaroxaban, il y a des études spécifiques pour le rivaroxaban, donc on va essayer de lui répondre. Donc rivaroxaban, dans cette étude, regardez le nombre de patients, 8600 patients sous rivaroxaban, 5900 patients sous warfarine, et donc 41% des patients avaient un poids, ils étaient en surpoids avec un IMC supérieur à 40 kg par mètre carré, et vous avez un risque ici de maladie thromboembolique veineuse qui est de récidive thromboembolique qui est moins important pour le rivaroxaban par rapport aux AOD, par rapport à la warfarine, avec un risque similaire d'hémorragie majeure. Donc, on peut répondre à cette patiente et lui dire, par exemple, qu'on peut prescrire chez elle le rivaroxaban. Alors, toujours dans cette étude, le rivaroxaban coûtait moins cher que la warfarine, parce que pour la warfarine, il y avait beaucoup plus de risques hémorragiques et aussi parce qu'on a besoin à chaque fois de faire des INR à répétition. Les INR ne sont pas corrects et donc chez ces patients, il y avait moindre coût de prise en charge dans le bras rivaroxaban.
Alors, autre chose, vous avez une étude de la Mayo Clinic qui a comparé différentes tranches de poids de patients. Vous avez les patients qui ont moins de 60 kg. Avec les AOD, ils ont un risque hémorragique qui est très important, donc il faut faire attention. Les patients entre 60 et 120 kg, ils ont un risque stable, c'est-à-dire la même chose. Et puis, les patients qui ont plus de 120 kg, mais qui ont un cancer, ils ont un risque de récidive thromboembolique très important. Donc, à partir de ces données-là, vous avez des recommandations qui sont sorties. Donc, il y a des recommandations américaines, il y a les recommandations de l'ISTH, aussi bien pour la maladie thromboembolique veineuse que pour la fibrillation atriale. Et donc, nous, on est ici. Donc, notre patiente, elle pèse 145 kg. Donc, ici, on peut, chez cette patiente, prescrire soit l'apixaban, soit le rivaroxaban chez cette patiente. Par contre, il y a peu de data concernant les patients qui ont un poids supérieur à 150 kg et aussi peu de data concernant les patients qui ont un IMC faible. Et on a vu dans l'étude de la Mayo Clinic que les patients qui ont un poids inférieur à 60 kg, c'est des patients qui vont avoir un risque hémorragique important. Alors, je reviens toujours à mon patient. Il y a des questions? Non? Alors, on a mis rivaroxaban, 15 mg par jour, 2 fois, pendant 21 jours, comme on fait d'habitude, puis 20 mg par la suite. Alors, on a traité pendant 6 mois, comme on fait, c'est une thrombose veineuse, en fait non provoquée, d'accord? On a traité pendant 6 mois. Est-ce qu'on peut baisser les doses? Oui? Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont démontré la baisse des doses. Alors, pour répondre à cette question, vous avez le risque de récidive thromboembolique. Il est important chez les patients qui ont un poids, qui sont obèses. Regardez ici. Donc, le risque de maladie thromboembolique, il augmente avec l'IMC. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Et aussi, le poids, l'IMC, ça fait partie du score qu'on utilise pour évaluer le risque de récidive, qui est le score RDO2. Donc, on a un IMC supérieur à 30, il va scorer 1 point. Donc, difficile de prendre la décision chez cette patiente. Et vous avez des études d'extension, les études d'extension des AOD, qui ont évalué l'efficacité demi-dose par rapport à full dose, d'accord, avec l'apixaban, avec le rivaroxaban et les autres, et qui ont démontré chez les patients qui n'ont pas de risque de récidive thromboembolique élevé qu'on peut donner cette demi-dose. Mais ici, vous avez un patient ou alors une patiente qui a un risque de récidive thromboembolique élevé. Et aussi, dans ces études, il n'a pas été spécifié est-ce que les patients sont obèses ou pas. On a cette étude qui a été présentée au cours du dernier congrès de la SMMV à Rabat. Donc, c'est une étude qui a été menée chez des patients qui ont un risque élevé de récidive, d'accord, et qui a randomisé des patients après une période de traitement initial entre bras low dose, demi-dose d'AOD et bras full dose d'AOD. L'objectif primaire de cette étude, c'était la non-infériorité de la demi-dose par rapport à la full dose, par rapport au risque de récidive thromboembolique. Et le second objectif, c'était la supériorité par rapport au risque hémorragique et aussi un score composite concernant le risque hémorragique et le risque de récidive thromboembolique. Ce qui ressort dans cette étude, c'est que aussi bien la dose élevée que la demi-dose sont importantes pour baisser le risque thromboembolique, mais on n'a pas atteint la significativité, d'accord? Ça n'a pas atteint le degré de significativité, mais quand même, les patients, même avec une demi-dose d'AOD, ils vont récidiver moins, d'accord? Et par rapport au risque de saignement, la demi-dose, elle fait moins saigner que la forte dose d'AOD. Mais rapport bénéfice-risque, il est en faveur de la prescription des AOD à demi-dose. Alors, j'ai cherché dans cette publication, il n'y avait pas mention
de poids dans cette, c'est-à-dire il n'y a pas eu la stratification des patients en fonction du poids. Par contre, dans les appendix de cette étude, il y avait donc une notion concernant les patients qui ont un IMC supérieur ou égal à 30. Regardez, l'incidence de la récidive thromboembolique elle est beaucoup plus importante que pour la dose réduite par rapport à la dose complète, mais regardez les intervalles de confiance, elles sont très très larges. Donc on ne peut pas tirer de conclusions strictes par rapport à cette étude, et donc ce n'est pas une étude qui a été dédiée spécialement pour les patients qui ont un poids supérieur. Donc, chez cette patiente, on ne peut pas baisser la dose comme ça, il faut garder la dose comme elle est. Alors, toujours dans le cadre de cette patiente, vous avez donc un poids de 145 kg. Elle va bénéficier d'une chirurgie bariatrique par anneau. Est-ce que vous gardez le même traitement, rivaroxaban? Si oui, quand reprendre le traitement après la chirurgie? Donc, elle va être opérée, chirurgie bariatrique par anneau. Donc, on a besoin de quelle information pour savoir si on va garder le même traitement ou pas? Le risque hémorragique. Alors, est-ce qu'on va garder le rivaroxaban? On a besoin de savoir où sont absorbés les différents AOD. D'accord? Vous avez ici l'apixaban qui va être absorbé au niveau duodénal, le rivaroxaban au niveau de l'estomac, et vous avez le dabigatran au niveau de la partie inférieure de l'estomac. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, regardez, quand on fait une chirurgie bariatrique, par exemple, ici vous avez l'anneau. Alors, l'anneau ici, on va préserver l'anatomie de l'estomac et de l'intestin. Donc, chez cette patiente, quel que soit l'AOD, quel que soit son lieu d'absorption, on peut lui donner. Par contre, si on fait par exemple une sleeve ici, on va enlever une grande partie de l'estomac. Donc, les médicaments qui sont absorbés au niveau de l'estomac ne sont pas indiqués chez cette patiente. D'accord? Et ici, donc vous avez, dans les deux cas ici, vous avez une grande partie de l'estomac et de l'intestin qui vont être sacrifiés. Donc, on ne peut donner aucun médicament, aucun AOD. Et ce qui ressort dans les recommandations internationales, regardez, quand on fait un anneau, par exemple, ici, on peut donner les AOD, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'apixaban, qu'il s'agisse de rivaroxaban, par exemple. Par contre, quand on fait une sleeve, le rivaroxaban, il est absorbé au niveau de l'estomac et on va sacrifier une partie de l'estomac. Donc, ce n'est pas un médicament qu'on va donner chez cette patiente. Donc, le seul médicament qui peut être donné dans ce cas-là, c'est l'apixaban. Par contre, pour les autres techniques chirurgicales, où on a donc une grande partie de l'estomac et de l'intestin qui vont être sacrifiés, on ne va pas leur donner, aucun AOD ne peut être donné chez ces patients-là. Ils vont être traités par AVK, HBPM et AVK. C'est bon? On avance. Donc, on a fini avec l'obésité. Maintenant, on a la maladie rénale chronique, d'accord? Et vous savez que la proportion de patients qui ont une maladie rénale chronique, ça augmente avec le temps aussi, et que c'est un problème majeur de santé publique. Et vous savez aussi que la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des médicaments anticoagulants, elle est affectée par l'insuffisance rénale, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a des médicaments qui sont beaucoup plus éliminés par le rein par rapport aux autres. Et donc, ici, à droite, vous avez les degrés d'insuffisance rénale. Donc, quand on a une insuffisance rénale légère, ce n'est pas un problème. Quand on a une insuffisance rénale modérée, avec un DFG entre 30 et 60 ml par minute, là, on parle d'insuffisance rénale modérée. C'est sévère quand le DFG est inférieur à 30 et c'est terminal quand le DFG est inférieur à 50. Les AOD, alors les malades qui ont une insuffisance rénale n'ont pas été inclus dans les études pivots qui ont donné l'AMM à l'utilisation des AOD. Et c'est pour cette raison que c'est difficile de prendre des
et conduite à tenir comme ça. Alors je passe un cas clinique qui illustre bien cette difficulté. Donc, on a un patient de 60 ans qui est diabétique avec une insuffisance rénale chronique. Il a une clairance à 35 ml par minute. On fait le diagnostic d'une embolie sévère non provoquée. Donc, il a été traité au départ par HBPM et puis après, on va prendre le relais par d'autres médicaments. Quel est votre choix chez ce patient? On garde l'HBPM AVK. On met rivaroxaban 15 mg 2 fois pendant 21 jours, puis 20 mg par jour par la suite, comme on fait d'habitude. Vous réduisez la dose de rivaroxaban à 15 mg par jour par la suite, ou alors vous mettez de l'apixaban 10 x 2 pendant 7 jours et 5 x 2 par la suite. Deuxième, oui, on peut mettre deuxième choix, oui. Quoi d'autre? 1, 2, 3. Donc, on peut mettre 1, 2 et 4. C'est ça? Pourquoi? Parce que là, vous avez opté pour 1, 2 et 4. Pourquoi pas 3? Hein? 3, oui. 3, oui. Alors, l'insuffisance rénale, il faut diminuer les doses. D'accord, on va essayer de répondre à ça. Alors, les propriétés pharmacologiques des AOD, vous avez l'élimination rénale ici. Donc, pour rivaroxaban, 35% d'élimination rénale. Pour l'apixaban, 25% d'élimination rénale. Et pour dabigatran, c'est plus de 80% d'élimination rénale. Alors, vous avez des études, notre patient a une insuffisance rénale modérée, c'est-à-dire il a un IMC, il a une clairance qui est à 35 DFG. Donc, entre 30 et 50, c'est insuffisance rénale modérée. Donc, chez ces patients, donc, il y a des études contrôlées randomisées qui ont été méta-analysées et qui montrent que ces patients-là, quand on les traite avec les AOD, aucun risque aucune différence en termes de récidive thromboembolique par rapport à la warfarin. On peut leur donner les AOD, d'accord? Pas le dabigatran parce qu'il a une élimination importante au niveau rénal. Et aussi, il n'y a pas de différence de saignement chez les patients qui ont une insuffisance rénale entre 30 et 50. Pour la maladie thromboembolique veineuse, ça. Alors, là, c'est une revue Cochrane qui a montré, qui a rassemblé toutes les études qui ont été faites, comparant les AOD aux AVK chez les patients qui ont une insuffisance rénale modérée et qui montre que chez ces patients-là, on a un risque similaire d'efficacité, c'est-à-dire de récidive thromboembolique par rapport aux AVK, et que les AOD font moins saigner aussi dans cette proportion de patients, et on tire beaucoup de bénéfices par rapport aux hémorragies intracrâniennes. Et donc, c'est un médicament. On peut traiter ce patient soit par apixaban, soit par rivaroxaban. Alors, on a donné le rivaroxaban pour notre patient, 15 mg 2 fois par jour pendant 21 jours, puis 20 mg par jour par la suite. Alors, les recommandations, on va le voir, on ne fait pas de demi-dose dans la maladie thromboembolique veineuse. La demi-dose, elle est indiquée chez les patients qui ont une ACFA, avec des réserves. En fait, pour l'apixaban, par exemple, quand le poids est inférieur à 60 kg, quand on a une insuffisance rénale, et donc il y a 3 items. Donc, quand on a 2 items, on baisse la posologie, mais pour la maladie thromboembolique veineuse, ce n'est pas indiqué. Alors, chez ce patient, avec l'évolution, il a développé une insuffisance rénale. Regardez sa clairance, 15 ml par minute. Est-ce que vous gardez le même médicament? Non. D'accord? Alors, on va essayer de voir. Vous avez des concentrations plasmatiques des AOD en fonction de la clairance de la créatinine. Alors, regardez, donc notre patient, il est sous rivaroxaban. Quand la clairance est inférieure à 30, on a 1 à 6 fois plus de risque de développer une hémorragie. C'est-à-dire que les concentrations plasmatiques sont plus importantes par rapport à un patient normal, qui a une fonction rénale qui est normale. Donc, est-ce qu'on est en droit de diminuer les doses?
il faut d'abord, chez ce patient-là, évaluer le risque hémorragique. Alors, il n'y a pas de score d'évaluation du risque hémorragique qui est spécifique aux patients qui ont une insuffisance rénale, c'est-à-dire que les scores qu'on a n'ont pas spécifié, n'ont pas stratifié les patients en fonction du degré de l'insuffisance rénale, et on peut s'aider par les scores qui existent déjà. Les scores, par exemple, le score de Riete ici, qui prend en considération l'âge du patient. On a un risque hémorragique qui est plus important quand l'âge est supérieur à 75 ans, quand on a un cancer actif, quand on a une insuffisance rénale, mais ce n'est pas stratifié, quand on a une anémie, une hémoptysie à l'admission et une insuffisance cardiaque. Et vous avez le scoring, le risque hémorragique en fonction du score. Donc, vous avez un point. On va rassembler ces points-là et on va voir le risque hémorragique. Par exemple, pour un patient qui a un score supérieur ou égal à 3, vous avez un risque de saignement qui est 6 à 7 fois, très important, d'accord, à 3 mois. Et contre uniquement 2% si le score il est bas. Donc, à chaque fois que le score est élevé, on a un risque hémorragique qui est plus important. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que... revenir en arrière, je ne sais pas, j'ai passé... J'ai 5 minutes uniquement Ok, d'accord, il me reste encore des diapos, on va passer rapidement. Alors, je vais vous répondre sur la patiente qui a la clairance de 15 ml par minute sur les recommandations internationales. Alors, quand on a une insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire avec une clairance de la créatinine inférieure à 15, ou alors des patients qui sont dialysés, le maximum d'études ont été réalisées avec l'apixaban. Pourquoi? Parce que c'est un médicament qui a la moindre élimination par voie rénale. Et donc, dans certaines études, on a le taux d'hémorragie majeure qui est diminué, le taux d'hémorragie intracérébrale diminué, et aussi gastro-intestinale diminué par rapport aux patients qui ont un poids, une fonction rénale qui est normale. Et donc, pas de risque de récidive, de différence de risque de récidive. Alors, cette donnée n'est pas unanime, parce que dans certaines études, on a démontré que l'apixaban, malgré qu'il est éliminé très peu par voie rénale, on a un risque de saignement qui est élevé. Et donc, lorsqu'on veut prescrire des médicaments qui sont à élimination rénale chez les patients qui sont insuffisants rénaux, il va falloir prendre la décision de façon collégiale et aussi prendre l'avis du patient. Alors, vous avez ici, est-ce qu'on peut utiliser la demi-dose chez les patients qui ont une insuffisance rénale terminale et qui, pour l'apixaban par exemple, c'est une étude qui a été réalisée chez ces patients-là, et malgré la demi-dose, le risque de saignement n'a pas été anéanti. Donc, risque de saignement existe toujours. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui sort dans les recommandations? Alors, mon patient, il avait, donc premièrement, il avait une clairance qui était entre 30 et 49. Donc, on peut utiliser le rivaroxaban comme on utilise chez les patients avec une fonction rénale normale, et on peut utiliser également l'apixaban. Par contre, quand on passe à 15 de créatinine, de clearance, on peut aussi rester sous la même chose, c'est-à-dire garder le rivaroxaban 15 x 2 et prendre le relais par 20 mg. Par contre, ici, inférieur à 15, il ne faut pas donner le rivaroxaban. Peut-être considérer l'apixaban parce que le maximum d'études ont été faites par l'apixaban, malgré que le risque hémorragique il est beaucoup plus important. C'est bon? C'est bon, mais j'ai encore des choses. Rapidement, donc vous avez les altérations hémostatiques complexes chez les patients qui ont une maladie du foie, donc la cirrhose du foie. Là, on va entamer la cirrhose. Alors, dans la cirrhose, vous avez un risque hémorragique qui est élevé et un risque thrombotique qui est aussi élevé. Donc, c'est une balance qui est très, très, très difficile à cerner. Alors, aussi parce que vous avez des médicaments, les AOD, qui vont être éliminés par le foie. Regardez, l'apixaban, 75% d'élimination par le foie, le dabigatran, 20%, et le rivaroxaban, 65% de pourcentage d'élimination par le foie. Alors, le risque d'événements thromboemboliques, il est élevé chez les patients qui sont cirrhotiques, et donc par rapport aux patients qui ne sont pas cirrhotiques. Donc là aussi, c'est important. Donc là, vous avez une patiente, ou un patient, qui est âgé de 58 ans, qui a une cirrhose du foie et qui se présente
avec un tableau de thrombose veineuse du membre inférieur gauche. Alors, il a une cirrhose qui évolue depuis 3 ans, il a des varices œsophagiennes stade 1, une hypertension portale, une splénomégalie avec une thrombopénie à 70 000. Il a une hypertension artérielle qui est contrôlée. Et l'examen clinique chez ce patient, il n'y a pas d'acide, et donc il a une thrombose. Sur le plan biologique, on a une hémoglobine à 11, taux de plaquettes 70 000, un TP à 65%, INR à 1,2, créatinine normale, et l'échographie montre un foie dysmorphique. Comment peut-on, est-ce qu'on peut traiter ce patient avec AOD? Cirrhose du foie? Oui, exactement. Il va falloir calculer le child score chez ce patient qui prend en considération l'acide. Notre patient n'a pas d'acide, le taux de bilirubine, l'albumine, l'INR, le TP et l'existence d'une encéphalopathie. On va faire la somme de ces scores et on va calculer est-ce que c'est un patient qui a un child A? Est-ce que c'est un patient qui a un child B? Et là, vous avez la survie des patients qui est dépendante du child. D'accord? Alors, ici, vous avez des études qui ont comparé la sécurité des AOD à la warfarine chez des patients qui ont une cirrhose du foie. Et ce qui ressort dans cette étude, c'est que le risque de récidive thromboembolique, il est le même que chez les patients qui sont sous warfarine, avec un risque hémorragique, donc, qui est inférieur à celui de la warfarine. Vous savez? Donc, on a des données en faveur des AOD. Et ce qui ressort dans les recommandations, c'est que, regardez, donc ici dans la maladie thromboembolique veineuse, chez les patients qui ont un child A, on peut donner aussi bien le rivaroxaban que l'apixaban avec les mêmes doses qu'on utilise pour le traitement de la maladie thromboembolique veineuse. Alors, chez les patients qui ont un child B, il y a peu de data concernant la prescription des AOD et les recommandations internationales ne sont pas unanimes. Il y a des recommandations qui disent pour le child B, on ne met que l'apixaban. D'autres disent qu'on peut mettre apixaban, rivaroxaban et les autres qui disent qu'on on peut mettre aucun traitement. Donc pour le child A, notre patient, on peut mettre le rivaroxaban. Dans tous les cas, il faut évaluer soigneusement le risque et les bénéfices de l'anticoagulation, faire une prophylaxie et une surveillance systématique des varices œsophagiennes. Donc, systématiquement, on va mettre des bêta-bloquants pour diminuer la pression au niveau du système porte. Et aussi, donc, les AOD à dose réduite, des fois, dans la maladie thromboembolique veineuse, ont été étudiés chez ces patients par des études rétrospectives et observationnelles. Dernier cas clinique, notre patient, il va faire une hémorragie digestive. D'accord ? Alors, il est sous apixaban maintenant, d'accord? Il est admis aux urgences pour un méléna et une hématémèse. Il est somnolent, il est sous apixaban 2 fois par jour pendant 2 mois et il a une créatinine normale. Il a une hémoglobine à 7,9 par rapport à 12 grammes au départ, un taux de plaquettes à 70 000 et il a un TP à 62%. Quelle est votre conduite à tenir chez ce patient? Arrêt. Oui. Fibro. Oui. Une fois que le malade est stabilisé, on peut faire une fibroscopie digestive. Remplissage. Oui. Alors, définition de la gravité des hémorragies sous AOD. Vous avez des hémorragies graves. C'est des hémorragies fatales. Des hémorragies qui vont faire baisser le taux d'hémoglobine de 2 points, comme notre patient, et des hémorragies dans des sites très, très importants, comme le rétropéritoine, par exemple l'hémorragie intracrânienne, intraspinale. Et vous avez des hémorragies qui sont non majeures, telles que par exemple les hémorragies qui nécessitent une consultation chez le médecin. Alors, on sait que le risque d'hémorragie majeure, il est important, donc 2 à 4% des patients vont saigner sous AOD par an, d'accord? Et que ces saignements peuvent être responsables d'une mortalité. Et cette mortalité se voit essentiellement chez les patients qui ont un AVC et qui vont faire un AVC hémorragique avec un risque de décès qui est multiplié par 30. Alors, vous avez ici les tests
de la coagulation qui vont être perturbés par les AOD. Alors, en général, on ne peut pas se baser sur les tests de coagulation pour dire est-ce que le patient est bien anticoagulé ou pas, et aussi pour avoir une conduite à tenir concernant le traitement. D'accord? Est-ce qu'on va réverser le patient ou pas? Et donc, actuellement, donc le seul examen qui est fiable, sanguin, pour évaluer l'efficacité, par exemple, on ne va pas dire efficacité pour le dabigatran, c'est le temps de thrombine. Pour les autres, si on a un temps de thrombine normal, le patient n'a pas pris son dabigatran ou alors c'est à distance qu'on a fait le dosage. Par contre, on dispose actuellement de tests urinaires qui vont nous permettre de connaître le degré d'anticoagulation chez ces patients-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chez le patient qui saigne? Il faut d'abord stratifier le risque hémorragique. Est-ce que c'est une hémorragie grave? Est-ce que c'est une hémorragie majeure? Il va falloir, chez ce patient, arrêter l'apixaban, bien sûr, voir quand est-ce que la dernière prise de l'apixaban chez ce patient. Donc, chez notre patiente, elle remonte à 10 heures. Donc, c'est toutes les 12 heures. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre un traitement par réversion chez ce patient. Soluté intraveineux isotonique, antibioprophylaxie, parce que pour prévenir le risque d'encéphalopathie hépatique. Du concentré globulaire, c'est ce qu'on a donné à ce patient, la somatostatine, bien sûr, et puis chez notre patiente, après réanimation, sa tension artérielle est augmentée à 12, son taux d'hémoglobine aussi, et donc une évaluation endoscopique a montré une rupture des varices œsophagiennes qui ont été ligaturées, et donc là, on se demande est-ce qu'on va reprendre le traitement. Donc, pas tous les patients, ils vont être sujet à la réversion. C'est le cas de notre patiente. Donc là, juste avec une restauration hémodynamique, par exemple, tout est bien passé. D'accord? Et puis, le fait que la patiente avait pris l'apixaban pendant longtemps. Alors, on peut reprendre le traitement anticoagulant? Oui? Quand? On a ligaturé les varices, on fait un contrôle, donc on peut reprendre notre traitement anticoagulant. Alors, ce qui est dit dans les recommandations, c'est en général 7 jours après, on peut faire pour les hémorragies gastro-intestinales. Par contre, pour les hémorragies intracrâniennes, il va falloir recontrôler par l'IRM et en général, les périodes de reprise, c'est des périodes qui sont longues, 3 semaines à 1 mois. Merci. Merci à professeur Saadoni, merci à professeur Lamarani pour cet atelier extrêmement didactique et interactif avec les propositions de choix. Donc là, on va libérer la salle, ou plutôt non, ceux qui sont à jour de leur cotisation restent dans